Eh bien donc je suis... On m'entend? Oui. Content d'introduire le séminaire Philosophie du langage et de l'esprit, qui ne sera pas consacré spécifiquement au thème que je traite moi-même dans le cours, le thème de la première personne. Il y aura des thématiques variées, mais au moins en ce qui concerne la première intervention, elle porte sur des thèmes qui sont en rapport avec le cours, puisque j'aurai l'occasion un peu de parler de la conscience. J'ai parlé à la fin du cours de cet accès à soi-même qu'on a à travers la conscience. Donc ça, c'est le thème dont va nous parler Anna Justina, qui a fait sa thèse à Paris avec Uriah Kriegel sur ces questions sur des questions qui touchent à la théorie de la conscience, à l'introspection, des choses de ce genre. Et c'est aussi le thème dont elle va parler aujourd'hui. Anna, depuis sa thèse, a enchaîné des post-docs et elle est actuellement toujours à l'université de Liège, je crois. Donc elle va nous parler de la conscience comme accointance en utilisant, enfin là le titre est en anglais ici, en anglais il y a ce mot acquaintance qui s'utilise pour désigner plusieurs choses, mais notamment cette relation particulière qu'on a avec ses propres états mentaux. En français, on n'a pas vraiment de mots, donc il y a des gens, et je pense que c'est l'intention de Anna de faire ça aussi, étant donné le titre français qu'elle nous a donné, qui emploie le vieux mot français accointance, qui ne signifie pas exactement la même chose, mais qui essaie de lui donner ce sens aussi philosophique. Anna, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité à présenter mon travail ici au Collège de France, c'est un honneur. Veuillez excuser mon français, je n'ai pas trop l'habitude de présenter en français, normalement je présente en anglais, mais j'espère que ça va être compréhensible quand même. Et les slides par contre sont en anglais et j'espère que ça va aider de toute façon la compréhension de ce que je vais dire. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler qui vise à explorer et développer une théorie de la conscience en termes d'acquaintance. Et comme François le disait, ici, acquaintance est utilisé comme terme technique. En anglais, le terme ordinaire acquaintance peut être traduit comme avec familiarité ou connaissance, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'utilise. On l'utilise comme terme technique qui se réfère à une relation directe, mentale directe. Et je vais dire plus sur sa caractérisation un peu plus tard. Et voilà, donc la plupart des théories philosophiques contemporaines de la conscience sont des théories représentationnalistes ou représentationnelles qui visent à expliquer la conscience en termes de représentation. Ce que je veux faire, ce que je veux explorer dans ce projet est de donner une explication, une théorie de la conscience, non pas en termes de représentation, mais en termes d'acquaintance, de cette relation mentale directe qui est différente par rapport à la représentation. Et donc une théorie alternative au représentationnalisme. Ce que je vais présenter est un peu une vue générale. Il n'y a pas un débat très développé sur les théories de l'acquaintance, de la conscience en termes d'acquaintance dans la philosophie de l'esprit contemporaine. Il y a des articles qui essayent de faire ça, mais le débat, en fait, n'est pas trop organisé, n'est pas trop structuré. Mon but principal dans ce projet est de, tout d'abord, essayer de donner une organisation et de voir quelles questions on doit répondre pour développer ce type de théorie qui puisse être un candidat prometteur comme alternative au représentationnalisme, pour construire une théorie assez développée et avec un pouvoir explicatif. Et mon deuxième but est évidemment, développer une version de cette théorie. Voilà, donc je vais juste présenter un peu
de quoi on parle, en petite introduction, de quoi on parle, la conscience phénoménale, et donner un peu de contexte, et après je présente le plan pour la suite. Donc, ce dont on parle, c'est la conscience phénoménale. Et les états mentaux qui sont phénoménalement conscients sont les états mentaux pour lesquels on dit en effet que cela fait de les avoir. Ça, c'est une expression de Nagel, what it is like. C'est quoi le ressenti subjectif qui est associé à l'avoir d'une expérience. Par exemple, quand vous goûtez des fraises, il y a un certain effet que cela fait de goûter des fraises, qui est différent par rapport à l'effet que cela fait d'avoir l'expérience que vous avez quand vous plongez votre main dans la neige, une sensation de froid, et qui est encore différent par rapport à l'effet que cela fait d'être dans une humeur dépressive. Donc, ces expériences ont des qualités différentes, des qualités qui sont des qualités subjectives. On peut dire que dans l'expérience, on a une perspective subjective sur le monde. Et donc, c'est ça dont on parle. Et c'est ça, évidemment, le lien aussi avec le sujet du séminaire. Comme je le disais, la plupart des théories de la conscience phénoménale en philosophie contemporaine de l'esprit, c'est des théories représentationnelles. Je ne vais pas vous expliquer tout ça dans les détails, juste pour vous donner un peu de contexte. On a deux grosses familles de théories représentationnelles. D'un côté, le représentationnalisme du premier ordre, d'autre côté, le représentationnalisme du deuxième ordre ou méta-représentationnalisme, qui a deux versions, disons, ce qu'on appelle le représentationnalisme de l'ordre supérieur et le auto-représentationnalisme. Je vais très brièvement dire quelques mots là-dessus. Ce qui est important, c'est que mon projet est d'explorer une alternative à tout cela, une théorie qui explique la conscience non pas en termes de représentation, mais il y a un autre ingrédient de la théorie, pas que des représentations. Donc, pour le représentationnalisme du premier ordre, la conscience, en gros, se réduit à représentation du monde externe et de ses propriétés. Donc, un peu plus spécifiquement, pour n'importe quel état mental M est conscient juste en vertu du fait qu'il représente quelque chose. Et après, évidemment, on rajoute « in the right way » de la bonne façon, de façon adéquate, parce que ce n'est pas que n'importe quelle représentation peut compter comme conscience, évidemment, il faut des conditions en plus, mais en gros, c'est un certain type de représentation qui est suffisant pour la conscience, selon cette théorie. Je ne vais pas vous donner des objections contre cette théorie, mais typiquement, les théoriciens qui refusent cette théorie refusent dû à une certaine intuition, l'intuition que les états conscients ne sont pas seulement en nous, ce n'est pas seulement des états en nous, mais c'est des états qui nous sont donnés, sont pour nous, d'une certaine façon. Et l'idée, c'est que juste représenter quelque chose, juste une représentation, peut être en nous, mais sans qu'elle nous soit donnée. Il faut quelque chose en plus pour que la représentation nous soit donnée. Donc, il y a un argument, disons, en gros, comme il suit. La représentation du premier ordre peut avoir lieu en nous, même si on n'en est pas conscient. Mais les états mentaux dont on n'est pas conscient ne peuvent pas être conscients. Et donc, la représentation du premier ordre n'est pas suffisante pour la conscience. Évidemment, il faut donner des arguments pour chaque prémisse de cet argument, mais, et je ne vais pas faire ça, mais l'idée, c'est que les gens qui veulent refuser le représentationnalisme du premier ordre acceptent un principe tel que les états mentaux conscients sont des états mentaux dont on est conscient. Voilà. Et parfois, ce principe est appelé le principe de la conscience interne.
Et en fait, le débat sur la conscience en philosophie analytique de l'esprit, on pourrait dire que se divise par rapport à ce principe. Et le principe, en gros, est le principe que la conscience demande, nécessite une certaine forme d'autoconscience, de réflexivité. Plus précisément, le principe est quelque chose comme ça. Pour n'importe quel sujet S et état mental M de S, M est conscient seulement si S est conscient de M. Évidemment, les représentationnalistes de premier ordre refusent ce principe, alors que les méta-représentationnalistes ont ce principe au cœur de leur théorie. Les auteurs, les théoriciens qui acceptent le principe caractérisent cette conscience interne comme un type très minimal de conscience. C'est une conscience qui n'implique pas d'attention, nécessairement. Elle n'est pas introspective, elle est directe, elle n'implique pas d'inférence, elle est non inférentielle. Et très souvent, les auteurs qui acceptent le principe acceptent aussi un principe plus fort que ce que je viens de mentionner, un principe selon lequel la conscience interne est ce qui fait en sorte qu'un état mental soit conscient. Donc, la conscience interne est ce qui rend un état conscient, le plus fondamentalement. Plus précisément, le principe est quelque chose comme ça. Pour n'importe quel sujet S et état mental conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S en est conscient. Maintenant, le méta-représentationnalisme, je viens de le dire, met ce principe fort de la conscience interne au centre de sa théorie. Et on pourrait dire qu'il se développe en deux étapes. D'abord, on donne une explication de la conscience interne en termes de représentation. Être conscient d'un état mental consiste à le représenter de la bonne manière. Plus précisément, pour n'importe quel... Ceci, c'est juste la façon précise de dire ce que je viens de dire. Pour n'importe quel sujet et état conscient M, sujet S, état conscient M de S, S est conscient de M si et seulement si S est dans un état mental M étoile qui représente M de la bonne manière. À nouveau, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur la caractérisation de la bonne manière. Mais voilà, évidemment, là aussi, ce n'est pas que n'importe quelle représentation peut faire le travail, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, la deuxième étape, c'est de mettre ensemble le principe fort de la conscience interne et une explication de la conscience interne en termes de représentation, l'idée étant la suivante. Ça, c'est les résultats, c'est la théorie, la forme générale, disons, d'une théorie méta-représentationnaliste de la conscience. Pour n'importe quel sujet S et état conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S est un état mental M étoile qui représente M de la bonne manière. Voilà, comme je le disais, il y a deux versions de méta-représentationnalisme. Le représentationnalisme de l'ordre supérieur, défendu entre autres par William Lycan et David Rosenthal, selon lequel M et M étoile sont des états distants et différents. Okay? Donc, c'est une représentation de l'ordre supérieur, un état mental distant et séparé qui représente l'état mental du premier ordre. De l'autre côté, on a la théorie auto-représentationnaliste, défendue notamment par Uriah Kriegel, où M et M étoile sont les mêmes états. Donc, pour la théorie représentationnaliste, un état mental est conscient en vertu du fait qu'il se représente soi-même. Voilà. Je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, c'était pour donner un peu de contexte. L'important, c'est pour contextualiser ce que je vais faire. Pour le développement d'une théorie de la conscience en termes d'acquaintance, je vais dire acquaintance interne, se développe, on peut dire à nouveau, en suivant deux étapes. On donne une explication de la conscience interne en termes de
acquaintance, de cette relation directe dont je vais parler tout à l'heure, et pas en termes de représentation. Là, c'est la différence fondamentale avec le méta-représentationnalisme. Donc, une explication de la conscience interne en termes d'acquaintance, plus précisément, pour n'importe quel sujet S, état conscient M de S, S est conscient de M si et seulement si S est en relation d'acquaintance avec M. Et deuxièmement, on combine ce principe-là avec le principe phare de la conscience interne, et le résultat est cette forme générale de la théorie de la conscience en termes d'acquaintance. Pour n'importe quel sujet S et état conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S est en relation d'acquaintance avec M. Voilà, ça c'est la forme générale de la théorie. Et donc, là, le but est d'en développer les détails. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça marche? C'est quoi les ingrédients? Et comment elle peut constituer une bonne alternative au représentationnalisme? Donc, mon but est justement de commencer à développer ces détails en spécifiant c'est quoi la relation, c'est quoi les relata, les éléments qui sont liés par cette relation. Et plus spécifiquement, mon but principal, c'est de commencer à organiser le débat en montrant lesquels, je pense, sont les points de décision, les questions qu'on doit se poser et auxquelles on doit répondre. Et ça, c'est mon but minimal, disons. Et à fur et à mesure, je vais aussi suggérer un choix particulier à chaque point de décision pour commencer à développer ce que, à mon avis, est une version prometteuse de la théorie. Mais ça, c'est mon but ambitieux. Et je ne vais pas vous donner des arguments forts et définitifs, mais juste pour vous montrer aussi comment appliquer le cadre que j'essaie de développer. Voilà. Juste avant de continuer, deux petits avis. Tout d'abord, je ne vais pas donner un argument pour le principe de la conscience interne. Ça, il y a un débat là-dessus. Tous les théoriciens ne l'acceptent pas. Il faut des arguments, mais ici, je ne vais pas les développer. Il y a des auteurs qui ont développé des arguments, et moi aussi, j'ai deux papiers où j'essaye de faire un peu ça aussi. Mais donc, je vais juste donner pour acquis que ce que j'appelle le IAT, IAT, la théorie de la quantance, est un troisième type de théorie, outre les deux versions de méta-représentationnalisme, qui accepte le principe de la conscience interne et explique la conscience par conséquent. Et donc, ma thèse, disons, est un conditionnel. Si le principe de la conscience interne est vrai, alors la théorie de la quantance peut constituer une alternative viable au méta-représentationnalisme. Et deuxièmement, je ne vais pas vous donner la partie motivationnelle du projet, dans le sens où je ne vais pas argumenter qu'il vaut le coup d'explorer la théorie de la quantance. À nouveau, je fais ça dans un papier séparé, où fondamentalement, mon argument est l'autoreprésentationnalisme est la théorie méta-représentationnaliste la plus prometteuse, mais elle a aussi des problèmes, et en plus, elle n'est pas vraiment mieux, disons, au plus, elle est au même niveau que la théorie de la quantance au niveau des pouvoirs explicatifs. Voilà, mais je ne vais pas vous donner ça, je vais juste donner pour acquis qu'il y a des raisons pour explorer la théorie de la quantance. Donc, le plan pour la suite est le suivant. Je vais d'abord dire quelques mots en plus sur la caractérisation de la quantance, qu'est-ce que c'est cette relation, et après je vais présenter 3 points de décision, l'un concernant les relata de la quantance, un concernant ce que j'appelle le terminus de la quantance, et finalement sur la relation elle-même. Cela ne va pas être exhaustif. Je pense qu'il y a un plus point de décision, mais là déjà ça va me prendre trop longtemps pour parler de ça. Et voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu l'idée. La quantance.
Donc, la notion d'acquaintance est utilisée dans plusieurs débats, dans la philosophie de l'esprit et dans l'épistémologie. Dans la philosophie de l'esprit, on l'utilise, certains philosophes de la perception l'utilisent dans l'explication de la perception. D'autres philosophes l'utilisent pour expliquer l'introspection ou les concepts qu'on utilise pour penser à nos expériences, les concepts phénoménaux. En épistémologie, elle est utilisée dans les débats sur la justification, en particulier par les fondationalistes épistémiques. Et aussi, surtout récemment, il y a un débat qui grossit à nouveau sur la knowledge by acquaintance, la connaissance par acquaintance, qui en fait avait été introduite ou rendue populaire, disons, par Bertrand Russell. Donc, tout ça juste pour dire que les philosophes, les théoriciens qui utilisent la notion d'acquaintance sont normalement d'accord sur le fait que s'il y a de l'acquaintance, elle est une relation mentale de conscience directe ou immédiate. Donc, si S, un sujet, est en relation d'acquaintance avec X, quelque chose, S en est directement conscient ou immédiatement conscient. Je vais dire tout de suite un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire directement, dans quel sens. Juste une précisation terminologique. Ce que j'appelle terminus, c'est X. Donc, c'est, disons, en gros, l'objet de la relation d'acquaintance. Ce avec lequel le sujet est en relation d'acquaintance. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le terminus. Donc, il y a au moins 3 caractéristiques qu'on attribue à l'acquaintance. Elle est une relation qui implique l'existence des relata. Donc, si S est en relation d'acquaintance avec X, alors S et X existent. Ceci est une caractéristique qui rend l'acquaintance fondamentalement différente par rapport à la représentation. Parce que, évidemment, on peut se représenter quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, quand je pense aux unicornes. Et aussi, on peut se représenter quelque chose qui n'est pas présent. Par exemple, quand on se souvient de quelque chose de passé qui n'est plus présent. L'acquaintance est fondamentalement différente par rapport à la représentation, dans le sens où on ne peut pas être en relation d'acquaintance avec quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'est pas présent. Deuxième caractéristique, elle est directe épistémiquement. On a un accès épistémique direct dans l'acquaintance. Quand S est en relation d'acquaintance avec X, S a un accès épistémique qui est immédiat à X. Il est immédiat dans le sens où il n'est pas inférentiel. Et il n'y a aucune médiation, pas aucun jugement. Et troisièmement, elle est directe métaphysiquement. Et c'est là, on peut l'expliquer comme ça. Si S est en relation d'acquaintance avec X, il n'y a aucun processus causal qui fait de médiation entre X et la conscience que S a de X. Et ça, j'ai fait appel à une caractérisation donnée par la philosophe Brie Gertler, que je vais mentionner plusieurs fois pendant cette présentation. Et je vais dire quelque chose là-dessus un peu plus tard, garder surtout ce troisième point-là à l'esprit, parce qu'on va en reparler. Je vais dire un peu plus sur qu'est-ce que ça peut impliquer, cette immédiateté métaphysique. Donc, ce que j'appelle acquaintance interne, c'est tout simplement la relation d'acquaintance qu'on a avec nos états mentaux. Alors, incidentalement, moi je pense que toute acquaintance est acquaintance interne. Il n'y a pas d'acquaintance avec les objets du monde, mais ça c'est ma vision idiosyncratique et je ne vais pas donner ça pour acquis. C'est pour ça que j'appelle ce dont je parle acquaintance interne. Voilà, comme ça, il y a la possibilité qu'il y ait de l'acquaintance avec les objets du monde, par exemple, ou aussi avec des objets abstraits. Il y a des philosophes qui pensent ça. Voilà, donc, les 3 points de décision que je vais présenter sont les suivants. Le premier concerne le relata.
Donc, ce qui est lié par cette relation, les éléments qui sont impliqués dans cette relation d'acquaintance. Je vais considérer deux options. D'un côté, qu'il y a juste deux relata, le sujet et l'état mental, qui est le terminus qui est rendu conscient par la relation d'acquaintance dans la théorie. Et la deuxième option, c'est qu'il y a trois éléments. Il y a le sujet, le terminus, et aussi un autre état mental, on l'appelle M étoile, qui est l'état mental de acquaintance. Le deuxième point de décision concerne le terminus, et là, à nouveau, je vais considérer deux options. Le terminus, c'est un état conscient individuel, et que le terminus est ce que j'appelle l'expérience totale du sujet. Je vais expliquer, évidemment. Et troisièmement, le troisième point de décision concerne la relation elle-même, et je vais considérer trois modèles, le modèle primitiviste, démonstratif et citationnel. Je ne sais pas si c'est un bon. Voilà. Et à nouveau, je répète, je ne considère pas ça exhaustif, et par rapport au point de décision, et par rapport aux options que je choisis de présenter. Il y a d'autres points de décision, il y a d'autres options, mais voilà, ici, il y a ce que je pense est le plus pertinent, au moins pour donner une idée des directions à prendre. Je vais suggérer qu'il y a, comme je l'ai dit, je vais suggérer une version particulière de la théorie. Je vais suggérer qu'il y a trois éléments dans la relation, que le terminus est l'expérience totale et que le modèle citationnel est le plus prometteur. Voilà. Et maintenant, on va voir tout ça en détail. Premier point, les relata. Je vous laisse regarder ça pendant que je bois. Donc, on a dit que la forme générale de la théorie de l'acquaintance est ceci. Pour n'importe quel sujet S est un conscient M de S, M est un état mental conscient en vertu du fait que S est en relation d'acquaintance avec M. Donc, évidemment, étant donné cette forme générale, on a deux éléments dans la relation. On a le sujet et l'état mental qui est ce que j'appelais le terminus, et qui est rendu conscient par cette relation d'acquaintance. Voilà, la relation entre le sujet et le terminus. Maintenant, il y a une première question qui se pose. Est-ce que ça, c'est tout dans la relation d'acquaintance? Est-ce que le sujet et l'état mental qui est le terminus sont les seuls relata dans l'acquaintance interne? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres relata? Est-ce que la situation est plus complexe que ça? Et si la situation est plus complexe que ça, évidemment, c'est quoi les éléments en plus? Et s'il y a des éléments en plus, est-ce que cette relation entre le sujet et le terminus, est-ce qu'elle est le fait le plus fondamental dans l'acquaintance interne, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui explique cette relation? Voilà, donc ceci sont les deux questions fondamentales à travers lesquelles se déroule le premier point de décision que je vous propose. Donc, d'un côté, si on répond oui, il n'y a que ces deux relata, évidemment, on a juste deux relata, le sujet et le terminus. Si on répond non, la question se pose, c'est quoi les autres éléments? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a qu'un? Et c'est lequel? C'est une question intéressante à explorer. Moi, je vais proposer juste une possible option si on répond négativement ici. Et c'est de dire qu'il y a un élément en plus, et c'est un état mental du sujet. En partie, je vais faire ça sur le modèle des théories méta-représentationnalistes. Si vous vous rappelez, dans les théories méta-représentationnalistes, on avait, dans nos définitions, on avait le sujet, un état mental M du premier ordre et un état mental M étoile, qui constituait la conscience que le sujet a de son état mental du premier ordre et qui le rend conscient. Ici, évidemment, on n'explique pas en termes de représentation, mais on a toujours cette structure
où la conscience interne est constituée par un état mental du sujet. Voilà, juste pour vous donner la motivation de ce choix. Et une deuxième motivation, c'est liée à l'idée de l'immédiateté épistémique. Vous vous rappelez, on avait dit que la quantance, une des caractéristiques de la quantance, c'est qu'elle est directe métaphysiquement. L'idée étant que si S est en relation d'acquaintance avec X, il n'y a aucun processus causal qui fait des médiations entre X et la conscience que S a de X. Typiquement, cette immédiateté métaphysique est associée par les philosophes de la quantance à la notion de constitution. L'idée étant que la quantance implique ou est intimement liée à une relation qui est constitutive plutôt que causale. Et donc, peut-être la façon la plus naturelle de développer ça, c'est de poser un état mental du sujet qui a une relation constitutive avec l'état mental du premier ordre qui est rendu conscient par cette structure constitutive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la relation constitutive et non pas causale? Pour comprendre ça, on considère et on compare le cas de la quantance avec le cas de la perception. Et là, je présuppose une théorie représentationnelle de la perception. Dans la perception, on a l'objet perçu d'un côté et l'expérience perceptuelle, la représentation perceptuelle de l'objet. Et dans le bon cas, ils sont causalement liés. Donc, par exemple, là, il y a une bouteille, un objet que je perçois, que je vois. Si je ne suis pas en train d'halluciner, ma représentation visuelle de la bouteille est causée par la bouteille, il y a une relation causale. Et ma représentation visuelle de la bouteille et la bouteille elle-même, elles sont des entités distinctes. Elles peuvent exister l'une indépendamment de l'autre. Par exemple, la bouteille peut continuer à exister, même si je ne la vois pas, elle continue à exister. Et par exemple, moi, je pourrais halluciner une bouteille, même s'il n'y a rien devant moi, et je pourrais donc avoir la même représentation visuelle dans l'absence de la bouteille. La quantance est fondamentalement différente par rapport à la perception dans ce respect-là, parce que la relation n'est pas causale, mais constitutive, on dit. Donc, il n'y a pas une indépendance ontologique ici. Plus précisément, même si le terminus pourrait exister indépendamment de l'état d'acquaintance, notamment dans le cas où le terminus est un état mental inconscient, l'état d'acquaintance ne peut pas exister indépendamment du terminus. Pourquoi? Parce que le terminus le constitue. Et donc, quand S est en relation d'acquaintance avec M, S est en un état mental M étoile qui n'est pas complètement distinct par rapport à M, parce que M fait partie de M étoile, l'état d'acquaintance. Maintenant, il y a une grosse question qui se pose, deux questions, je dirais. La première question est de quel type de constitution on parle exactement. Moi, j'ai la tendance à penser à ce type de constitution en termes méréologiques, donc en termes de tout est parti, ok? Ça, c'est la méréologie, tout parti. Mais il y a aussi d'autres types de constitutions, par exemple la constitution matérielle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais du coup, il y a une question sur quel type de constitution il faut faire de la métaphysique, là, de quoi on parle. Et après, si, par exemple, on présuppose une constitution en termes de méréologie, est-ce que la constitution, là, est complète ou partielle? Donc, est-ce que ici, c'est représenté comme une constitution partielle? Donc, il y a la partie orange, c'est la partie de l'état d'acquaintance qui ne fait pas partie du terminus. Mais on pourrait avoir l'option que c'est tout jeune, là. Et donc, que la constitution est complète. Il n'y a aucune partie de l'état d'acquaintance qui n'est pas aussi une partie du terminus. Ça, c'est deux options. Et en fait, je pense qu'ici, on a un ou deux autres points de décision à adresser.
je ne vais pas le faire ici, et donc juste je mentionne que comme le développement de la théorie pose des complexités dans son exploration. Donc, où on était? Si on répond non à la première question, donc on n'a pas que le sujet et l'état mental dans l'option que je propose. On a donc le sujet et le terminus et la relation entre eux, mais aussi un état mental du sujet, M étoile, l'état d'acquaintance, qui a une relation constitutive avec M étoile. Donc, on a 3 ingrédients, le sujet, le terminus et l'état d'acquaintance, et au moins 2 relations. La relation entre le sujet et le terminus, et la relation entre l'état d'acquaintance et le terminus. J'appelle le premier la relation d'acquaintance de sujet et la deuxième la relation d'acquaintance d'état. Si vous n'aimez pas trop ces noms, ces étiquettes que je donne aux relations, ce n'est pas grave, c'est juste des étiquettes techniques. Parce que, en fait, il y a des personnes qui objectent, mais en fait, l'acquaintance, c'est juste quelque chose qu'un sujet a avec un objet ou quelque chose. Et ce n'est pas en relation entre états mentaux, ceci est juste une notion technique. Si vous voulez un autre mot, vous utilisez un autre mot. Ici, c'est la première question. Si on répond négativement à la première question, la deuxième question se pose. Est-ce que la relation entre S et M est le fait le plus fondamental à propos de l'acquaintance interne? Et donc, si on dit oui, on a ce que j'appelle le modèle de la priorité du sujet. Si on répond non, on a le modèle de la priorité d'état. Et je vais considérer les deux l'un après l'autre. Donc, dans le modèle de la priorité du sujet, ce qui est fondamental, c'est la relation entre le sujet et le terminus. Donc, c'est en vertu de cette relation, du fait que le sujet est en relation d'acquaintance avec le terminus, que le sujet est dans un état mental d'acquaintance et que cet état mental d'acquaintance est en relation constitutive avec le terminus. Donc, on voit que ce qui est fondamental est la relation entre le sujet, la relation que j'ai appelée d'acquaintance du sujet, et la relation constitutive spéciale entre M étoile et M dépend de cette relation entre le sujet et le terminus. De l'autre côté, le modèle de la priorité d'état renverse l'ordre de priorité, justement. Et donc, c'est en vertu du fait que le sujet est dans cet état mental M étoile, qui est l'état d'acquaintance, et aussi en vertu du fait que cet état d'acquaintance a une relation constitutive spéciale avec le terminus, que le sujet est en relation d'acquaintance avec M. Et donc, ce qui est fondamental est ce que j'ai appelé la relation d'acquaintance d'état. Comme vous le voyez, les éléments impliqués dans la théorie sont les mêmes, le sujet, M étoile et M. Mais ce qui change, c'est la relation de priorité. C'est quoi le plus fondamental? Donc, pour résumer le premier point de décision, c'est quoi les relata? D'un côté, on a 2 relata, le sujet et le terminus, et donc, évidemment, il n'y a pas d'autres candidats comme relation fondamentale. La relation fondamentale est évidemment la relation entre le sujet et le terminus. De l'autre côté, ce que j'ai proposé, on a 3 éléments, et donc la question se pose, c'est quoi le plus fondamental? Et si on dit que c'est la relation entre S et M, on collapse sur ce premier point-là. Et si l'alternative, c'est que le plus fondamental, c'est la relation entre l'état d'acquaintance et le terminus. Et donc, ici, on a le modèle de la priorité du sujet, et là, on a le modèle de la priorité d'état. Donc, voilà, ça, c'est juste le résumé de premier point de décision. Et donc, ça, c'est le plus important pour moi, mais je vais aussi maintenant suggérer une réponse, donc où c'est localisé dans ce schéma. Je vais donner 2 raisons pour préférer la
le modèle de la priorité d'État. La première raison tourne autour de la question de pouvoir explicatif. Donc, si on assume le modèle de la priorité du sujet, il paraît qu'on doit prendre la relation d'acquaintance comme une relation primitive. Parce que la relation entre le sujet et l'état mental, c'est, on a dit, le plus fondamental. Il n'y a pas quelque chose de plus fondamental et donc on doit prendre ça comme primitif. Mais si on fait ça, alors toutes les caractéristiques spéciales de l'acquaintance sont des faits primitifs et brutaux. Je ne sais pas si on dit ça. Et aussi, l'explication de la conscience s'arrête à un niveau assez superficiel. On dit juste, on a de la conscience juste en vertu du fait que le sujet est en relation d'acquaintance avec un état mental de premier niveau, point barre. Et donc, il paraît que la théorie a un pouvoir explicatif un peu limité. Or, il n'est pas nécessairement, évidemment, il n'est pas un mal d'avoir des éléments primitifs dans une théorie. Plausiblement, toute théorie arrivera à un certain moment des éléments primitifs pour se construire, sauf si on est cohérentiste. Mais bon, et donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais si on a une théorie qui essaie d'aller un peu plus en profondeur dans l'explication, je pense qu'il faudrait la préférer et qui ne s'arrête pas à un niveau superficiel. Et je pense que le modèle de la priorité d'État promet de faire ça, parce qu'il est possible dans ce modèle que l'acquaintance n'est pas primitive et qu'on peut expliquer les caractéristiques spéciales de l'acquaintance et aussi la conscience en termes de la relation constitutive entre l'état d'acquaintance et le terminus. Et donc, potentiellement, on a plus de pouvoir explicatif. Or, si on a vraiment plus de pouvoir explicatif, va dépendre de comment on caractérise cette relation constitutive entre l'état d'acquaintance et le terminus. Et donc, ça, c'est le travail à faire dans la théorie. Mais au moins, on a cette possibilité d'aller un peu plus loin, un peu plus profondément dans l'explication, sans nécessairement viser une explication réductive, mais au moins une explication un peu plus complexe qui nous donne un peu plus d'informations, une explication un peu plus substantielle. La deuxième raison tourne autour de la notion de sujet. Évidemment, si on adopte le modèle de la priorité de sujet, le sujet va être un des ingrédients fondamentaux de notre théorie. Et donc, on aura besoin soit d'une définition de sujet conscient qui est indépendant de la notion de conscience, soit on devra prendre le sujet comme primitif. La deuxième option, à nouveau, n'est pas trop satisfaisante si on peut explorer des alternatives. Et la première option, je pense qu'elle n'est pas évidente à développer, mais peut-être, à nouveau, c'est quelque chose d'idiosyncratique. Moi, l'idée de défendre qu'est-ce que c'est le sujet, mais justement, le thème de ce séminaire, en fait, en partie, est très complexe. Et donc, si une théorie peut être neutre par rapport à ça, peut-être il vaut mieux. Ou peut-être non, peut-être c'est une raison d'essayer de trouver une définition satisfaisante du sujet. En tout cas, je pense que, à mon avis, c'est un avantage du modèle de la priorité d'État, qu'elle peut être neutre par rapport à la nature des sujets et il n'y a pas besoin de définir les sujets conscients de façon indépendante de la conscience. Et parce qu'on n'aurait pas une explication circulaire dans ce cas-là, ou de le prendre comme primitif. Donc, pour ces raisons, je propose de choisir le modèle de la priorité d'État.
où il y a 3 éléments dans la théorie, pour répéter, et où le fait le plus fondamental est la relation constitutive entre M étoile et M. Voilà. Maintenant, le deuxième point de décision concernant le terminus. Donc, à tout moment, on a une panoplie d'états conscients. Par exemple, maintenant, j'ai une expérience visuelle de mon ordinateur, j'ai une expérience auditive de ma voix, j'ai une expérience émotionnelle d'anxiété peut-être. Et tout cela, en fait, chacun de ces états, c'est ce que j'appelle un état conscient individuel d'un sujet au moment T. Tous ces états ont lieu ensemble et ils forment à tout moment ce que j'appelle une expérience totale. Et l'expérience totale du sujet à un moment T est fondamentalement l'ensemble unifié de tous ces états conscients individuels. Et à tout moment, les états conscients individuels sont unifiés, donc ils ne sont pas disgrégués, je ne sais pas si c'est un mot en français, non, ils ne sont pas scattered, ouais, mais ils sont unifiés. Et le sujet en fait expérience comme unifié. On parle d'unité phénoménale de la conscience. Donc, le deuxième point de décision concerne le terminus, et je propose 2 options. Donc, d'un côté, le terminus est un des états conscients individuels du sujet au moment T, et de l'autre côté, c'est l'expérience totale du sujet. Et évidemment, ici aussi, il y a d'autres options. Par exemple, on pourrait dire que le terminus est un sous-ensemble des états conscients individuels du sujet, mais cela serait arbitraire. Il y a d'autres options à considérer, mais je pense que ces 2-là sont les plus pertinentes. Je vais proposer donc ça c'est le deuxième point de décision. Là, je propose qu'on choisisse la deuxième option, que le terminus est l'expérience totale. Pourquoi? À nouveau, j'ai 2 raisons principales. La première, en raison d'économie. Si chaque état conscient individuel est un terminus de la relation d'acquaintance, alors on a une multiplication des instantiations d'occurrence de la relation d'acquaintance. Et ceci est d'un côté ontologiquement pas économique. On préfère dans une théorie avoir moins de choses plutôt que plus de choses, mais surtout, elle paraît psychologiquement peu plausible. Il est peu plausible qu'on on instancie une grosse quantité de relations d'acquaintance. Aussi, je ne vais pas parler de ça beaucoup, mais aussi il y a une question de comment exactement individuer les états conscients individuels. Parce que là, je parlais de mon expérience visuelle, mon expérience auditive, mais mon expérience visuelle est composée des éléments. Et donc, comment individuer exactement il pourrait être que les états conscients individuels, selon l'individuation, sont vraiment beaucoup à tout moment. Ou alternativement, et de façon plus préoccupante, ça pourrait être même indéterminé. Donc, je pense qu'il vaut mieux de construire l'acquaintance comme étant dirigée vers l'expérience totale du sujet. Ici, on a juste une occurrence de la relation d'acquaintance. Et vous pourriez objecter, mais quand même, tous les états conscients individuels sont rendus conscients par la conscience interne de cette théorie. Et donc, il y a une façon, il
il y a un sens où chacun d'entre eux doit être l'objet de conscience interne, et donc le terminus d'acquaintance. Alors, je pense que ce modèle-là a quand même peut quand même adresser cette préoccupation, en disant que, alors que l'expérience totale est ce qu'on pourrait appeler le terminus primaire ou principal, il y a chaque état individuel conscient est le terminus secondaire ou dérivatif. Et donc, en étant en relation d'acquaintance avec l'expérience totale, le sujet est dérivativement en relation d'acquaintance avec chaque état conscient qui le constitue. La deuxième motivation est une motivation qui est liée à l'unité de la conscience. J'ai dit tout à l'heure qu'à tout moment, notre expérience totale est unifiée. Tous les états conscients qu'on a sont unifiés phénoménalement. Et une partie de la théorie de la conscience doit expliquer comment ça se fait qu'ils soient unifiés. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, si chaque état individuel est un terminus d'une occurrence de la relation d'acquaintance, on a besoin dans notre théorie d'un ingrédient en plus qui explique comment tous ces états conscients individuels sont liés. Par exemple, on devrait poser une relation spéciale qui connecte tous les états conscients individuels qu'un sujet a à un certain moment. Alors que si on prend l'expérience totale comme le terminus de la relation d'acquaintance, on a une explication de la unité de la conscience gratuitement. Dans le sens où la même relation d'acquaintance explique d'un côté le fait que l'expérience totale soit une expérience consciente et le fait, de l'autre côté, le fait qu'elle soit unifiée. En étant le terminus de la relation d'acquaintance, l'expérience totale est à la fois rendue consciente et rendue unifiée. Et donc, je pense que ceci est aussi un joli avantage de choisir le modèle de l'expérience totale. Donc, pour ces raisons-là, je propose que le terminus est l'expérience totale. Et je vais passer au dernier point. La relation d'acquaintance. Donc, on a dit au début que dans la théorie que j'explore, la relation d'acquaintance explique la conscience interne. Et la conscience interne est la conscience de nos états mentaux. Conscience de implique qu'il y a une certaine directionnalité. Elle est dirigée vers nos états mentaux. Or, on a vu que les théories méta-représentationnalistes expliquent cette, on appelle intentionnalité, cet être dirigé de la conscience en termes de représentation. Ce qu'on veut faire ici est de l'expliquer en termes de quelque chose qui n'est pas de la représentation, c'est une relation complètement différente, c'est l'acquaintance. Mais donc, on doit expliquer d'un côté, comment ça se fait que ici, je prends le modèle d'état d'acquaintance, ou le modèle où il y a trois éléments, ce que je préférais avant, mais on pourrait le construire aussi en termes de, je pense, en faisant des modifications en termes de deux éléments, sujet, état mental, mais ici, je présuppose le modèle que je suggérais avant. Donc, ce qui doit être expliqué est d'un côté que l'état d'acquaintance est, on dirait, dirigé intentionnellement vers le terminus. Et donc, l'acquaintance constitue une conscience du terminus, avec cette directionnalité. Mais de l'autre côté, l'acquaintance et son intentionnalité, son être dirigé, est un être dirigé qui est fondamentalement différent par rapport à la représentation.
à l'intentionnalité de la représentation. Et comment on fait ça? Une façon prometteuse de le faire, à mon avis, est de faire appel à la immédiateté métaphysique dont on a parlé avant, et en particulier son articulation en termes de constitution. Et ici, je suis un peu la stratégie de la philosophe Brie Gertler. Comme elle suggère, la stratégie est la suivante. L'état d'acquaintance se réfère au terminus, donc il y a cette directionnalité. Oui, elle est dirigée vers le terminus, et ceci est le cas en partie en vertu du fait que l'état d'acquaintance est constitué par le terminus. Donc la relation constitutive explique cette référence spéciale, ou cet être dirigé, disons, pour utiliser un terme un peu plus neutre. Évidemment, ici, je ne parle pas de la référence linguistique dont on parlait avant, c'est vraiment juste l'être dirigé, d'être à propos de, comme on est conscient de quelque chose. Donc, le troisième point de décision est comment on explique ça? Je considère trois modèles, le modèle primitiviste, le modèle démonstratif et le modèle citationnel. Très brièvement, je vais mettre de côté le modèle primitiviste, où l'acquaintance est une relation référentielle primitive, où donc l'état d'acquaintance se réfère au terminus et le fait de façon immédiate, et ça, ce sont juste des faits primitifs et fondamentaux. Et à nouveau, je préfère mettre ça de côté, au moins je préfère explorer quelque chose un modèle qui essaie d'aller un peu plus profondément, pour la même raison qu'avant, d'utiliser les modèles primitivistes un peu, comment dire, en les économisant. Et aussi parce qu'il faut mentionner qu'une des objections les plus courantes contre la théorie de l'acquaintance et l'existence de cette relation est une objection de mystère. Donc on dit qu'elle est quelque chose de mystérieux. Et si on dit tout de suite qu'elle est une relation primitive, on ne parle pas trop aux objecteurs de ce type. Donc, à nouveau, peut-être on ne va pas trouver une explication réductive, mais au moins on essaie d'aller un peu plus loin, de donner une explication un peu plus profonde, substantielle. Le deuxième modèle est le modèle démonstratif, et ici, je fais appel à la théorie de Brie Gertler. Elle développe ceci comme un modèle de l'introspection, de la référence dans l'introspection, et là, je vais essayer de l'appliquer à la conscience interne. Donc, l'idée, c'est que l'acquaintance implique une référence démonstrative vers une expérience. Et la référence à l'expérience a lieu à travers ce qu'elle appelle un démonstratif pur, c'est-à-dire un démonstratif qui n'a pas de composante descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Un démonstratif descriptif est un démonstratif comme cette bouteille. Donc, on a une partie descriptive, bouteille, qui nous aide à fixer la référence du démonstratif. Alors qu'un démonstratif pur est un démonstratif comme ceci, qui n'utilise pas de composante descriptive. Et donc, selon elle, la référence à l'expérience de l'introspection a lieu à travers un démonstratif pur de ce type, qui est lié à l'expérience à laquelle il réfère, à travers une relation qui est constitutive et non pas causale. Très en gros, pour faire un démonstratif a besoin d'un acte de démonstration, d'indiquer quelque chose. Et au moins, cet acte de démonstration implique un acte de porter l'attention vers quelque chose, très en gros. Et la démonstration demande que ce auquel le sujet a intention de faire référence
apparaît au sujet d'une certaine façon. Et donc, on peut expliquer ça en termes d'expérience. Ça provoque une expérience de le sujet, ça apparaît au sujet d'une certaine manière. À nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux faire référence à ceci, à la bouteille, si la bouteille m'apparaît d'une certaine façon. Parce que si je fais ceci, je ne réfère à rien parce qu'il n'y a rien qui m'apparaît pour que je puisse en faire référence, avoir l'intention de faire la référence. C'est un peu ça l'idée. Donc, pour comparer les démonstratives introspectives, pour comprendre les démonstratives introspectives, on compare ça avec les démonstratives perceptuelles. Donc, ici, on a donc, un cas de contraste. Ici. On a un objet perçu qui cause une apparence de soi-même dans le sujet, dans la perception. Et à travers cette apparence, le sujet peut former le démonstratif, ceci, qui se réfère à l'objet perçu. Donc, ici, l'expérience, l'apparence de l'objet est le véhicule, à travers lequel on peut former, on forme le démonstratif, et l'objet est le référent. Et ce sont distants et ils sont causalement liés. Alors que, ouais, voilà, et du coup, la référence a lieu en vertu du fait que l'objet auquel on fait référence apparaît d'une certaine façon au sujet. Dans l'introspection, ce qui est l'objet de référence est l'apparence même, est l'expérience. Et donc, l'apparence même aussi constitue le démonstratif, à travers lequel on en fait référence. L'expérience est elle-même l'apparence qui constitue le véhicule de la démonstration. Et donc, ici, le véhicule et la référence coïncident. Donc, c'est en vertu de cette relation constitutive, l'apparence, vous vous rappelez dans la perception, l'apparence et l'objet étaient le véhicule et la référence était distante. Ici, c'est le même. On fait référence à l'apparence même qui constitue le véhicule de concept. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Donc, le point de force du modèle démonstratif, c'est que ça nous donne une explication substantielle de comment l'état d'acquaintance, ce qu'on cherchait, se réfère au terminus à travers un démonstratif pur, et et le fait que ceci est le cas en partie en vertu du fait que l'état d'acquaintance se constitue par le terminus, ce qu'on vient de dire, l'apparence que constitue le véhicule de la démonstration et aussi la référence. Mais le problème ici, le problème fondamental, c'est même si c'est, je pense, un bon modèle pour la référence introspective, ce n'est pas un bon modèle pour la conscience interne. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, la démonstration demande au moins un acte d'attention. Mais, on l'a dit au tout début, la conscience interne est un type de conscience minimale. Elle n'implique pas d'attention. Et donc, l'attention à l'expérience ne peut pas être une condition nécessaire sur l'acquaintance qui est censée expliquer la conscience interne dans notre théorie. Et donc, le modèle démonstratif, je pense, n'est pas exactement adéquat, mais tout ce qu'on vient de dire va être utile pour comprendre le dernier modèle que je vais considérer. Et surtout cette coïncidence entre le véhicule et la référence. Et donc, le modèle citationnel, très en gros, l'idée est que l'acquaintance implique une opération mentale qui est similaire à l'opération à la citation linguistique, où la référence, l'objet auquel on fait référence, est partie du véhicule et sa contribution sémantique est de se référer à soi-même. Donc, très, très en gros, dans la citation linguistique, on a un mot, entre guillemets, et par exemple ici, le mot vanilla, entre guillemets, et ici, l'expression, entre guillemets, vanilla, qui est utilisée pour faire référence au mot vanilla, est constituée
par une occurrence. On a vu, voilà, là on va reprendre la distinction entre type et token, c'est très bien qu'on l'a introduit avant, du mot auquel j'entends faire référence. Donc, c'est en partie en vertu du fait qu'il y a cette relation constitutive que l'expression, entre guillemets, vanilla fait référence au mot vanilla. Voilà, ça c'est très, très, très en gros. Une chose importante, c'est qu'on peut avoir ce type de phénomène même au dehors du domaine strictement des expressions linguistiques. Par exemple, quand on a une machine à café avec le petit fiche hors service, on pourrait dire que toute cette situation constitue une phrase. La phrase « cette machine est hors service ». Et la machine elle-même, elle fait partie du véhicule, donc elle fait partie de la phrase. Et sa contribution sémantique est de se référer à soi-même. C'est comme, voilà, vous comprenez. On peut avoir ça aussi au dehors du domaine strictement linguistique. Et c'est cette intuition qui est un peu à la base des modèles citationnels dans la philosophie de l'esprit. Le modèle a été appliqué par certains philosophes, notamment David Papineau et Cathy Balog, à la façon dont on pense à nos expériences et en particulier ce qu'on appelle les concepts phénoménaux, les concepts qu'on utilise pour penser à nos expériences, un certain type de concepts phénoménaux. L'idée, c'est que une occurrence de l'expérience est utilisée pour faire référence soit à l'occurrence de l'expérience elle-même, soit au type qu'elle instancie. Et donc, ici, l'expérience même fait partie du concept. Elle est citée pour constituer le concept phénoménal qu'on utilise pour faire référence à l'expérience même. Donc, c'est en partie en vertu du fait qu'il est constitué par cette expérience que le concept phénoménal fait référence à cette expérience, soit à l'occurrence, soit au type. Ceci est un modèle de la façon dont on pense à nos expériences, mais il y a des philosophes, je pense notamment à un philosophe, Samuel Coleman, qui ont essayé de s'inspirer de cela pour donner une explication de la nature de la conscience. Qu'est-ce que c'est ? Donc, on passe de la façon dont on pense à nos expériences, les concepts, à la nature de la constitution de la conscience, ce qui fait qu'un état mental soit conscient. L'idée ici est que, pour Coleman, l'idée est qu'un état mental est conscient en vertu d'être intégré dans une pensée, ce qu'il appelle pensée d'ordre supérieur citationnel. C'est pas beau, mais bon. Donc, fondamentalement, l'idée, c'est ce qui rend un état mental conscient, c'est le fait d'être intégré de cette façon citationnelle dans une pensée de ce type-là. Cet état mental est présent, entre guillemets, et là, il y a, comme la machine fait partie de la phrase, ici, il y a l'état mental qui fait partie de la pensée. D'accord ? Donc, il fait partie de la pensée et son rôle sémantique, c'est de se référer à soi-même. La différence par rapport aux concepts phénoménaux, c'est que ce qui est cité n'est pas l'expérience, mais l'état de premier ordre, parce qu'évidemment, ceci est un modèle de ce qui fait que l'état de premier ordre soit une expérience, soit conscient. Et ce auquel on fait référence est toujours le token, l'occurrence, et non pas le type. Parce que c'est le token, c'est l'occurrence de l'état mental c'est l'état mental qui est rendu conscient. Et l'idée donc, c'est que c'est en vertu d'être constitué par l'état mental du premier ordre que cette pensée spéciale fait référence à lui, il le présente, et c'est comme ça qu'il est rendu conscient. Ceci est la théorie.
Ce que je propose, c'est un modèle qui est inspiré par ça, mais qui est différent par rapport à lui en deux aspects. Le premier aspect, c'est que l'état qu'il cite n'est pas une pensée. Je pense que ça, c'est une erreur de dire que c'est une pensée. Et de l'autre côté, l'état qu'il cite n'est pas distant par rapport à l'état qui est cité. Donc, pour le premier point, mon idée, c'est que même si la pensée qui est stipulée par Coleman est très minimale, elle est toujours trop substantielle, et trop cognitivement chargée. Parce qu'on a ici un démonstratif descriptif, cet état, et un prédicat présent, et le tout est une structure conceptuelle et propositionnelle. Mais une leçon fondamentale qu'on a apprise par Brie-Gertler dans son modèle démonstratif, c'est qu'une façon dans laquelle la quantance est directe, c'est qu'elle n'implique pas de description. Elle est, on pourrait dire, cognitivement directe. Et donc, même ce type de description minimale, pour moi, implique une charge cognitive trop lourde pour pouvoir rendre compte de la quantance. Et deuxièmement, et ceci est la partie beaucoup la moins développée du modèle que j'essaie d'explorer, mais c'est juste pour vous donner une idée de où je veux aller dans la suite. Mon idée, de façon très impressionnistique, c'est que ce qui fait qu'un état mental soit conscient, ce n'est pas d'entrer dans une relation avec un état mental qui est distinct par rapport à lui, mais c'est le fait de rentrer dans une relation avec soi-même. Donc, ce qui se passe, c'est un changement structurel à l'intérieur de l'état de premier ordre. Donc, il y a l'état de premier ordre qui subit ce changement structurel et cette opération d'autocitation. Donc, l'état du premier ordre se cite soi-même et donc, il se présente. Et c'est en vertu de ça qu'il fait référence à soi-même. Et donc, on pourrait dire que l'expérience, en tant qu'état d'acquaintance, fait référence à soi-même en tant que terminus, en partie en vertu du fait d'être constitué par soi-même. Ceci est très sous-développé, mais voilà, c'est un peu l'idée que je veux essayer de développer. Donc, pour vous donner une image de la théorie en général que je veux développer, c'est comme ça. Voilà, ça c'est un peu ma théorie. Donc, on a l'expérience totale qui se situe soi-même, c'est en vertu de ça qu'elle est consciente. Plus précisément, en fait, il y a l'état du premier ordre qui consiste à la conjonction de toutes les représentations du premier ordre, et c'est ça qui subit un changement structurel. Et ce qui est plus fondamental, c'est ce changement structurel, et c'est en vertu de ça que le sujet est en relation d'acquaintance avec le terminus, la conjonction de toutes les représentations du premier ordre d'un sujet à un certain moment. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Je vous ai montré 3 points de décision et suggéré une option pour développer. Je ne vais pas ni lire ni traduire tout ça, c'est juste, je vous ai donné l'image. Ici, c'est un peu, disons, la formulation rigoureuse de la théorie que j'essaie de développer. Je vais la remettre après, à la fin. Juste pour conclure, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la version que je suis en train de développer peut constituer une alternative prometteuse au métareprésentationnalisme. Mais surtout, ce que je veux faire est de commencer à organiser le débat. Et un point de départ, c'est trouver les points de décision et les options qu'on a pour développer ce type de théorie. C'est ce que j'ai essayé de commencer à faire aujourd'hui. Voilà, merci.